Avez-vous jamais songé au mystère que recèle l'éclat froid d'une pierre précieuse? Et si elle pouvait parler? Elle nous conterait non seulement son voyage des entrailles de la terre jusqu'à sa monture étincelante, mais aussi les battements de cœur de celle qui la porta, l'éclat de ses yeux, les larmes qui peut-être ont ruisselé sur ses facettes immaculées. Les joyaux ne sont pas de simples parures, ce sont des témoins silencieux de triomphes et de tragédies, d'amours et de trahisons, de la grandeur d'époques entières et du drame intime d'une vie humaine. Aujourd'hui, nous allons feuilleter l'une des pages les plus intrigantes de l'histoire des trésors royaux et évoquer un bijou dont le destin est aussi changeant et mystérieux que celui de sa propriétaire. L'histoire de la reine d'Espagne Victoire Eugénie, épouse du roi Alphonse XIII, est celle d'une beauté éclatante, d'un esprit indomptable et d'une profonde, secrète mélancolie. Petite fille de la grande reine britannique Victoria, la princesse Victoire Eugénie, ou simplement Enna, comme l'appelait sa famille, apporta à la rigoureuse cour d'Espagne la fraîcheur et l'élégance de l'aristocratie anglaise. Son mariage, en 1906, fut un événement d'une portée véritablement européenne, mais il fut aussi assombri par une terrible tragédie. Le jour de la cérémonie, alors que le cortège royal revenait de l'église, un anarchiste jeta une bombe sur la calèche des jeunes mariés. Ils survécurent miraculeusement, mais le sang des gardes et des chevaux tués éclaboussa la robe de mariée de la jeune reine. Cet épisode effroyable fut comme un sinistre présage pour son avenir en Espagne, un pays qui ne l'accepta jamais totalement, et pour un mariage qui lui apporta autant de souffrance que de splendeur. La reine Victoire Eugénie était une icône de style reconnu en son temps. Ses cheveux clairs, ses yeux bleus et son goût impeccable émerveillaient ses contemporains. Quant à sa passion pour les bijoux, elle devint légendaire. Le trésor de la reine d'Espagne regorgeait de diadèmes, colliers, broches et boucles d'oreilles des plus grandes maisons de joaillerie du monde, Cartier, Chaumet, Ansorena. On disait que cette passion n'était pas pour elle un simple caprice, mais une sorte de consolation. Les dames de la cour, se dissimulant derrière leurs éventails dans les fraîches salles du palais de Madrid, chuchotaient que chaque nouvelle infidélité du roi Alphonse, si volage, lui coûtait un nouveau présent précieux pour son épouse. Comme s'il tentait de racheter sa faute par l'éclat des diamants et la splendeur des perles. Bien sûr, ce n'était qu'un joli potin. Si chaque infidélité du roi était réellement compensée par un bijou, il n'y aurait pas assez de mines de diamants au monde pour couvrir toutes ces amendes. Mais il n'y a pas de fumée sans feu, et la collection de la reine s'enrichissait effectivement avec une régularité enviable, devenant l'une des plus impressionnantes d'Europe. On raconte même qu'un jour, alitée et souffrante, la reine Enna demanda à son joaillier de la cour de lui apporter une parure complète, simplement pour en admirer l'éclat et se remonter le moral. Dans ce petit épisode réside toute l'essence de sa relation aux joyaux. Ils étaient ses amis, ses consolateurs, son armée personnelle, étincelante sous la lumière et chassant les ombres. De nombreux joyaux fabuleux de la reine Victoire Eugénie sont encore célèbres aujourd'hui. Ils ont été transmis en héritage à ses descendants, membres de la famille royale espagnole et d'autres dynasties, et nous continuons de les admirer lors de réceptions officielles et de mariages. Mais ce n'est pas d'eux qu'il sera question aujourd'hui. Nous allons nous immerger dans l'histoire d'une parure tout à fait singulière, un ensemble de turquoise et de diamants, au centre duquel trônait un magnifique diadème. Un bijou qui rayonnait sur la reine à l'apogée de sa gloire, mais qui, tel un mirage, se transforma ensuite jusqu'à devenir méconnaissable, pour finalement disparaître sans laisser de traces de la collection royale, ne laissant derrière lui que d'anciennes photographies et un amas d'énigmes. En 1906, après avoir épousé le monarque espagnol, la jeune princesse Victoire Eugénie de Battenberg fut littéralement couverte de cadeaux de mariage. Il ne s'agissait pas d'un simple présent formel, mais d'une démonstration des alliances politiques et des liens dynastiques.
Sa dot devait être à la hauteur du statut de reine de l'une des plus anciennes monarchies d'Europe. Parmi les centaines de cadeaux figuraient des joyaux qui posèrent les fondations de sa légendaire collection personnelle. L'un des présents les plus significatifs lui fut offert par ses plus proches parents, occupant à l'époque le trône le plus puissant du monde, son oncle, le roi britannique Édouard VII, et son épouse, la reine Alexandra. Ce fut un cadeau véritablement royal, une somptueuse demi-parure, un collier et des boucles d'oreilles, en turquoise et diamant. Le choix de la pierre ne fut pas le fruit du hasard. La turquoise, avec sa nuance bleu ciel, s'accordait parfaitement avec le teint de la jeune reine, soulignant ses cheveux clairs et ses yeux bleus. À cette époque, celle de la Belle Époque, la turquoise était très prisée et souvent utilisée en combinaison avec les diamants et le platine pour créer des parures aériennes et délicates comme de la dentelle. Le présent de la couronne britannique n'était pas qu'un bel objet. Il était une bénédiction symbolique et un gage de soutien pour la jeune reine sur son chemin nouveau et semé d'embûches. Le roi Alphonse XIII, malgré son inconstance, admirait sincèrement la beauté de son épouse et enrichissait avec joie son écrin. Voyant combien la parure de turquoise embellissait Henna, il décida de la perfectionner. Dès la première année de leur mariage, il commanda à l'ancienne maison de joaillerie madrilène Ansorena, fournisseur officiel de la cour espagnole, un diadème imposant qui s'harmoniserait parfaitement avec le collier et les boucles d'oreilles. C'est ainsi que naquit l'un des bijoux les plus emblématiques de la reine Victoire Eugénie. Ce n'était pas une simple diadème, mais ce que l'on appelle un cercle, ayant une circonférence fermée, telle une véritable couronne, ce qui lui conférait une majesté particulière. Le design du diadème s'inscrivait dans le style alors en vogue du kokochnik, avec des motifs russes très appréciés dans l'aristocratie européenne. Il était composé d'une base en platine, formant une série d'arches en losange, incrustées de diamants de taille ancienne. Chaque arche était surmontée d'une grande turquoise en forme de cabochon goutte d'eau, et au-dessus, tel un éclair dans le ciel nocturne, se trouvait une étoile de diamant. C'était une œuvre d'art joaillière, alliant monumentalité et délicatesse, envergure royale et finesse d'exécution. La plus ancienne des photographies conservées, où la reine est immortalisée avec ce diadème, date de 1914. On y voit Victoire Eugénie, telle une déesse nordique descendue sur le sol espagnol. L'éclat froid des diamants et le bleu céleste des turquoises créent une image d'une beauté détachée, presque éthérée. Dans les années qui suivirent, la reine apparut très souvent en public, parée de sa chère parure de turquoise. Elle la portait lors de réceptions officielles, de bals et pour ses portraits. La presse ne tarissait pas d'éloges. Un journal écrivait « Les pierres bleues s'harmonisent divinement avec la beauté blonde de la reine, idéalisant son image. » Une autre note précisait « La reine Victoria rayonnait de beauté. Ses cheveux clairs, coiffés en un chignon haut, formaient à eux seuls une couronne et, tel un nuage doré, encadraient son visage que coiffait le magnifique diadème de turquoise et de diamants. » Ces bijoux devinrent sa carte de visite. Ils l'accompagnèrent lors d'une soirée caritative au profit de la Croix-Rouge espagnole à l'hôtel Ritz de Madrid, et c'est avec eux que l'artiste Modesto Teixidor Torres la représenta dans l'un de ses portraits officiels. Sur cette toile, la reine apparaît majestueuse et en même temps un peu mélancolique, et la couleur céleste des pierres de son diadème et de son collier semble refléter la profondeur et le mystère de ses yeux bleus. Mais le monde changeait, et avec lui, la mode. Et la reine Henna, femme de son temps, ne craignait pas les changements, même s'ils touchaient à ses trésors les plus précieux. Le temps passait, et l'esthétique opulente et alambiquée de la Belle Époque laissa place au style art déco, sobre et géométrique. Les hauts diadèmes en kokochnik cédèrent leur place aux bandeaux plats épousant la tête,
et les colliers ras du cou aux longs sautoirs fluides. La reine Victoire Eugénie, toujours à l'affût des dernières tendances, décida que sa chère parure de turquoise, bien qu'aimée, était désormais un peu démodée et nécessitait une refonte radicale. Elle prit une décision qui, aujourd'hui, pourrait sembler sacrilège pour les amateurs de bijoux anciens. Démonter et transformer entièrement l'ensemble. Le majestueux diadème-cercle d'Ansorena fut démantelé. Il fut divisé en éléments distincts afin de pouvoir être porté comme un bandeau à la mode, abaissé sur le front. Le collier fut également démonté et transformé en un long sautoir de diamants, plusieurs rangs de fines chaînes de platine reliées par des médaillons de turquoise. Les boucles d'oreilles furent allongées, leur donnant une forme plus moderne et effilée, tandis que la broche, qui faisait apparemment aussi partie de l'ensemble initial, disparut tout simplement. Peut-être ces pierres furent-elles utilisées pour renforcer d'autres éléments. Nous pouvons admirer cette version actualisée et avant-gardiste de la parure sur des photographies de mariage de groupe de l'infante Isabelle Alphonse d'Espagne, nièce du roi, en 1929. Sur ces clichés, la reine Henna ressemble à une véritable star de l'ère du jazz, et ses bijoux sont en parfaite adéquation avec l'esprit de l'époque. Elle sacrifia audacieusement le design historique au profit de la modernité et de l'universalité, démontrant que les joyaux n'étaient pas pour elle des pièces de musée, mais des accessoires vivants qui devaient servir leurs propriétaires et évoluer avec elles. Mais ce n'était que la première des métamorphoses qui attendait le malheureux diadème. Une transformation encore plus radicale l'attendait. Moins de 2 ans après la première refonte, la reine Victoire Eugénie décida à nouveau de modifier le design de son diadème de turquoise. Peut-être le style bandeau lui parut-il trop informel, ou bien désirait-elle quelque chose de plus monumental et symbolique. Entre 1930 et 1931, elle se tourna vers l'une des plus grandes maisons de joaillerie de Paris, Chaumet. Les maîtres reçurent pour mission de créer un bijou entièrement nouveau à partir des pierres de l'ancien diadème. Et le résultat dépassa toutes les attentes. Des ateliers Chaumet sortit une œuvre majestueuse en platine dans le style art déco tardif, qui est à juste titre considéré comme l'un des chefs-d'œuvre de l'art joaillier de cette période. La nouvelle tiare était ornée de 7 lits héraldiques stylisés, emblème de la dynastie des Bourbons à laquelle appartenait son époux, le roi Alphonse. Ces lits, façonnés en diamant, étaient reliés par des rubans entrelacés, eux aussi parsemés de brillants. Au cœur de chaque lit et dans les courbes des rubans, des cabochons et des perles de turquoise avaient été sertis, les mêmes qui jadis couronnaient les arceaux de la tiare Ansorena. Ce n'était plus un simple ornement, mais une véritable proclamation dynastique, un hymne à la royauté ciselée de platine, de diamants et de turquoise. Une partie des gemmes non incorporées à la nouvelle tiare ne fut pas perdue. La reine, pragmatique, les utilisa pour créer d'autres parures. Ainsi, l'existence d'un magnifique bracelet de la maison Cartier est avérée, celui-ci reprenant également turquoise et diamant de la parure originelle. De la sorte, un grand bijou historique donna vie à toute une pléiade de créations nouvelles, résolument modernes, chacune d'une beauté singulière. La tiare Chaumet devint le couronnement de cette transformation, élégante, sobre et riche de symbolisme caché. Mais le destin en décida autrement. La reine n'eut que très peu de temps pour arborer ce nouveau trésor. Les nuages s'amoncelaient au-dessus de la monarchie espagnole, et bientôt l'éclat des joyaux royaux allait pâlir face à de redoutables événements historiques. En avril 1931, une révolution éclata en Espagne. La monarchie fut renversée, et la famille royale fut contrainte de quitter le pays précipitamment. Pour la reine Victoire Eugénie, une longue période d'exil commença. Elle emporta avec elle non seulement un cœur brisé et des souvenirs, mais aussi sa légendaire collection de joyaux. Désormais, ces derniers n'étaient plus de simples symboles de statut,
mais sa seule véritable fortune, la garantie de son indépendance financière en terre étrangère. La reine s'établit en Suisse, à Lausanne, où elle vécut jusqu'à la fin de ses jours, sans jamais retourner en Espagne. La nouvelle tiare de turquoise Chaumet, créée littéralement à la veille de la chute de la monarchie, devint pour elle un amer rappel du trône perdu. Les occasions de la porter en exil furent quasi inexistantes. Après le décès de la reine Victoire Eugénie en 1969, sa vaste collection fut répartie entre ses enfants, conformément à son testament. Cette répartition entra dans l'histoire sous le nom de « joyas de Passard », les joyaux qui doivent être transmis de souverain à souverain. Mais la tiare de turquoise, dépourvue de racines historiques profondes au sein de la couronne espagnole, ne figura pas sur cette liste et fut classée comme bien personnel. Elle fut héritée par la deuxième fille de la reine, l'infante Maria Cristina. L'infante, mariée à un aristocrate italien, le comte Marone Cinzano, n'eut pas non plus l'occasion d'arborer un bijou d'une telle magnificence. La tiare dormit des décennies dans un coffre-fort, jusqu'à ce qu'en novembre 1984, il fut décidé de la mettre en vente. Elle apparut dans le catalogue de l'hôtel des ventes genevois Christie's sous l'appellation de « magnifique tiare de turquoise et de diamants », ayant appartenu à la reine Victoire Eugénie d'Espagne. Le bijou fut adjugé pour 85 000 francs suisses, une somme conséquente pour l'époque, mais non exorbitante pour un objet d'une telle provenance. L'acquéreur fut un collectionneur international de joyaux d'origine royale qui souhaita conserver l'anonymat. On aurait pu croire que l'histoire de la tiare s'achevait là, qu'elle avait trouvé un nouveau foyer et un nouveau propriétaire. Pourtant, cette épopée réservait encore un dernier acte, le plus tragique de tous. La tiare, vendue aux enchères, disparut du regard public pendant de longues années. Son destin demeura inconnu jusqu'à ce qu'elle refasse surface bien des années plus tard. Et cette réapparition choqua tous les passionnés d'histoire joaillière. Le nouveau propriétaire, quel qu'il fût, avait commis l'impensable. Il avait ordonné de retirer de la tiare Chaumet toutes les turquoises, une à une. La raison de cette décision était à la fois banale et navrante. La turquoise est une pierre capricieuse et poreuse. Avec le temps, sous l'effet de la lumière, des cosmétiques, des parfums et même de l'air ambiant, elle peut changer de couleur, pâlir, ternir ou verdir. Il semblerait que les cabochons bleu ciel, qui s'accordaient si idéalement avec la carnation de la reine Victoire Eugénie, aient perdu leur beauté et leur éclat d'origine après des décennies de conservation. Au lieu de tenter de trouver des pierres de remplacement de couleurs similaires ou de simplement préserver le bijou dans son état historique, le nouveau propriétaire opta pour une modernisation barbare. Toutes les turquoises furent remplacées par des diamants. Ainsi, la magnifique et singulière tiare de turquoise et de diamants, imprégnée de symbolisme et d'histoire personnelle, se transforma en une énième tiare entièrement sertie de diamants, si belle fut-elle. Elle perdit son âme. Elle fut dépouillée du détail même qui la rendait unique, de cette touche qui la reliait à la reine blonde aux yeux d'un bleu perçant. Ce fut la métamorphose finale et la plus tragique de la longue et complexe vie de ce bijou. D'un témoin vivant d'une époque, elle devint le fantôme anodin, quoique scintillant, d'elle-même. Ainsi, nous avons suivi le chemin semé de drames d'un bijou royal, de sa naissance éclatante en tant que cadeau de mariage à plusieurs transformations audacieuses au gré de la mode, de son statut de joyau favori d'une reine à celui de symbole d'un royaume perdu, et enfin à la perte tragique de son identité entre les mains d'un collectionneur anonyme. L'histoire de la tiare de turquoise de la reine Victoire Eugénie n'est pas seulement un récit de pierres et de métal. C'est l'histoire d'une femme qui cherchait du réconfort dans la beauté, de la versatilité de la mode et du destin, de la fragilité de la grandeur et de la facilité avec laquelle l'histoire peut être effacée en remplaçant une couleur par une autre.
Que reste-t-il de la magnificence quand la couleur s'estompe, quand la mémoire s'efface? Seul le froid éclat des diamants et une histoire que nous avons, vous et moi, ravivée aujourd'hui. Si, comme moi, vous êtes fasciné par les récits qui sommeillent dans l'éclat des gemmes, je vous invite à vous abonner à notre chaîne. N'oubliez pas de laisser un pouce bleu et surtout de nous dire en commentaire quelle est la parure royale qui vous émerveille le plus et de quelle histoire vous aimeriez que nous levions le voile la prochaine fois. À nos prochaines découvertes.